Coucou, bonjour, bonsoir, bon appétit, bonne nuit. Ça. J'espère que ça va bien. Ce petit jeudi après-midi. Salut Scales. Je suis là en écoute mais pas à l'écrit. Pas de soucis. Aucun problème. On prend les viewers de l'ombre, on prend. Bon, j'espère que ça va bien. Je vais me lever tôt ce matin pour un rendez-vous chez la psy. C'est vrai qu'à chaque fois je suis là genre ah c'est bien la psy, ça libère l'esprit et tout, mais putain tu te lèves à 7h alors que je finis mes journées de travail à 21h30 pour recalibrer ça, parce qu'on peut se dire ah 7h ça va, 7h ça va. Quand tu finis de travailler à 21h30, 7h c'est tôt. Du coup c'est tôt ce matin. Je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Je vais quand même venir streamer pour le bon fun. 15 cabis à imprimer, tout ça. Mouah. Ça a l'air bien, ça a l'air long. Ça te donne pas envie. Bon, du coup, j'ai fait un petit sondage sur Discord pour savoir quel docu on regarderait. Il y en a un qui vous a plus enjaillé que les autres, où il y a eu 6 votes. Bon, il y a un, c'est le mien, mais donc on va dire 5 votes. C'est Neurosciences, que devient l'inconscient. Et juste derrière, à égalité, on a le chic des laits. Et ce titre est incroyable. Et les super pouvoirs de la musique. Alors, je pense qu'on va regarder le truc sur l'inconscient. Il dure 26 minutes. Bon, en papotant et tout ça, on sait très bien que ça dure plus longtemps. Et donc on regarde ça, et en fonction du temps qui nous reste, soit on regarde le chic des laits qui dure 32 minutes, un peu plus court, soit si on a plus de temps, on peut regarder les super pouvoirs de la musique, mais celui-là il dure 52 minutes. Et je suis pas sûre qu'on aura le temps de regarder les deux. On en stream pendant 2 heures, jusqu'à 15h30. Et c'est vrai que, à chaque fois qu'on a fait du react, on était lent. On était lent, on papotait, on divaguait, tout ça, donc on va voir. Peut-être avec un peu de chance, le documentaire de 26 minutes va nous durer 28 minutes et on ne prendra que 2 minutes pour parler. Mais, étrangement, je n'y crois pas. C'est bizarre, hein, c'est comme ça, mais il y a un truc de... Je n'y crois pas. Alors du coup, j'ai repioché, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de docu-react, du coup j'ai repioché ma vieille scène de docu. Magnifique. Docu. Sauf que là... Ah oui, mais attendez, c'est pas le bon format, parce que là vous voyez que une partie de l'écran. Puisqu'il est censé avoir écrit Arte là. Vous voyez ma souris? Vous voyez même pas ma souris. Ah ouais, ça capte pas la souris. Alors attendez, bougez pas. Je vais changer ça. Que ce soit un peu plus large alors. Attendez, ça va demander des... Oh, ça va être relou, hein. C'est pas grave. Jusque là au moins. Ouais. Et en haut, on a tout en haut? Ah, en haut, on a tout. C'était juste la largeur, je pense, qui n'était pas juste. Ah, mais faut voir si c'est quand on met play. Ah ouais, c'est un 4/3. Tout du long? Ouais, alors je peux enlever la bande. En fait, on était bon. En fait, c'était ok. Heureusement qu'ils ont inventé le contrôle Z sur OBS. Vous savez qu'avant, il n'y avait pas ça. C'était un enfer. Mais magnifique. Bah du coup, en fait, on peut rester comme ça. Splendide. J'ai cru qu'il nous manquait des trucs. Donc, pour vous lire un peu ce que ça nous disait, donc c'était un documentaire Arte, bien sûr. Neurosciences, que devient l'inconscient? La petite description. Les sciences cognitives semblent avoir détrôné la psychanalyse. Ces deux savoirs peuvent-ils s'enrichir? Aujourd'hui, dès l'enfance, les potentialités du cerveau sont scannées et étudiées. Or, le pouvoir de la psychanalyse repose sur l'inconscient, décrypté par des praticiens, formés par la méthode freudienne. Des praticiens. Je sais bien, quelque part qui n'existe pas. Et écrit « Exit, lapsus et transfert ». Ça, j'ai pas les rêves parce que je connais très peu en psychanalyse. J'imagine que c'est un peu pour nous dire la psychanalyse disparaît un petit peu. On va voir. Laissons-nous porter. Fermons cette pub, je ne sais pas d'où elle sort. Montons un peu le son, vous me direz Les si le son ça va. neurosciences progressent chaque jour. L'imagerie médicale montre l'intense activité cérébrale pour l'apprentissage, la mémoire ou le langage. Elle permet aussi l'observation de symptômes des cerveaux atteints de maladies dégénératives.
Mais ce Oui. qui fait souffrir se voit-il forcément ? Au XXe siècle, la psychanalyse fonde son pouvoir sur la sombre puissance de l'inconscient. La localisation des compétences comme cause immédiate des troubles oublie-t-elle la vie psychique des individus ? Ah, c'est un bon départ, hein, déjà. Ah non, le bouton pause ne marche pas. Attendez. Pourquoi ? Ah, il faut que j'appuie. Je peux pas faire pause... Ah non, ça lance la musique. Ah, mon bouton play pause lance la musique. Coucou, Eclise. Bon, bah, je vais fermer la musique. Est-ce que ça marche ? Ah, voilà. Un bon départ raté pour moi. Comment ça ? Mais non, t'es là. Un bon départ raté. C'est-à-dire... Donc, neurosciences, que devient l'inconscient ? Ça a l'air d'être très très scientifique. Comme approche, en tout cas. Personnellement, très peu de connaissances en psychanalyse. Puisque ça a l'air de parler aussi de psychanalyse. Mais sûrement qu'ils vont nous donner les clés pour comprendre. I guess. J'ai raté le début. Et pas vraiment, on est à 0,38 de documentaire. T'as raté moi qui dis coucou. Ça va. J'arrive et tu dis c'est un bon départ. C'est vrai. Et du coup tu l'as pris personnellement et tu t'es dit non, c'est faux. C'était pas un bon départ. Je vois, je comprends mieux. Wie schlau kann ein Mensch sein? Attends, mais ça veut pas du tout dire que devient l'inconscient. Alors je sais pas ce que c'est schlau, mais peut une personne être combien schlau? Schlau? Rad. Oh! Waouh! Excusez-moi. Astucieux, intelligent. Ah ouais. Mais du coup, c'est pas du tout la même traduction. C'est à quel point une personne peut-elle être astucieuse. Pas la même traduction en allemand, mais c'est pas grave. Eh, salut Ravita! Bonjour, bonjour. J'ai pas d'avis sur ce que j'ai pas entendu, enfin si, parce que je suis français. Coucou Raccoon! Allez, let's go. Avec Nawal Aboub, neuroscientifique enseignante à l'école normale supérieure, entrepreneuse et autrice de La puissance des bébés ou comment développer les compétences cognitives dès le premier âge. La puissance des bébés. Je suis en train d'imaginer un truc extrêmement glauque avec des bébés prêts à prendre le contrôle du monde. Gabriela Pérez Acevedo, fondatrice de la méthode CPIM, Child Parent. On peut monter le son? Oui, absolument. Alors ici, on est déjà à fond, mais je vais monter le son de mon bureau. Hop. Interregulatory Method pour améliorer les comportements parents-enfants. Et Christiana Fanelli, psychanalyste formatrice de psychothérapeute, membre de l'association lacanienne internationale. 3 visions pour un monde meilleur. Je m'appelle Nawal. Ça aussi, c'est très vendeur. 3 visions pour un monde meilleur. Tu peux monter le son du chat, je m'entends pas parler. Écrivez en majuscule, ça passera mieux. Je suis neuroscientifique de formation et j'ai fait toutes mes recherches et je continue à les faire sur le cerveau qui apprend dès la naissance jusqu'à l'âge adulte. Et maintenant, je suis directrice scientifique de Ragignac, qui est une société qui à la fois identifie et enrichit les compétences de demain, telles que votre capacité à gérer votre attention, vos émotions, qui sont des compétences au cœur de notre intelligence qui ont trop longtemps été sous-exploitées. Je m'appelle Lime Lady. Merci beaucoup pour le raid, Lime Lady. Comment tu vas? Comment c'était ton stream? C'est ainsi quoi? J'entends pas. Bienvenue les raiders. On vient juste de commencer le docu. Bonjour Anaïl. C'était sympa, nice. Documentaire sur les neurosciences. Le titre c'est Que devient l'inconscient? Ici, c'est du sérieux, hein. Alors là, ça rigole zéro par ici. Aucune compétence en neurosciences, personnellement. Aucune compétence en psychanalyse non plus, puisqu'apparemment c'est relié. Donc, voilà. Laissons-nous porter ensemble par nos non-compétences et informons-nous. Mais merci beaucoup et bienvenue tout le monde. Prenez place, installez-vous.
Aucune compétence tout court, absolument. Je n'ai aucune compétence. C'est pour ça que je suis notamment professeur. Parce que je n'ai pas de compétences. Allez, on va apprendre des choses. Tu as raison. Très bonne idée. Pour l'instant, on nous présente juste les personnes qui vont nous parler de l'inconscient. Gabriela Lisette, je suis psychologue et j'ai fait mes études de psychologie au Mexique. Après cela, je me suis spécialisée en psychothérapie intégrative. La psychologie intégrative réunit tous les différents courants de la psychologie, tels que l'humanisme ou la psychanalyse, en un ensemble, qui nous permet d'utiliser les techniques les plus adaptées en fonction de chaque situation thérapeutique. D'accord. Suite à cela, T'es en train de me dire, ça reste vague encore dans ma tête ce qu'elle fait, mais travaille dans la psy, quoi, avec des neurosciences. j'ai fait un master. Madame, je simplifie tout. Oui, donc, travaille sur le cerveau, quoi. Pas pourquoi ils nous cassent les, à nous faire comprendre qu'ils font des trucs incroyables, ça va. De psychologie, de neuropsychologie en Belgique. Je m'appelle Christiana On note que les chercheurs en psy sont souvent des femmes. Fanelli. Juste on J'ai note. fait des études de littérature et un Note de bas de doctorat de page. philosophie et psychanalyse. Ok. J'ai rencontré la psychanalyse à Paris et j'ai fait mes J'ai rencontré la psychanalyse à Paris. Je sais pas... je savais pas que c'était quelqu'un à rencontrer, la psychanalyse. Les profs, c'est le truc qui cueille des fraises. Oui, je sais pas t'aurais fait une rêve avec ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et en Belgique, elle parle italien. Ceci dit, si c'était à Bruxelles, il y en a beaucoup qui parlent pas français. Hein. études, puis ma formation entre Rome et Paris. Maintenant, je suis psychanalyste praticienne AMA au sein de l'Association lacanienne internationale. Je suis présidente de l'Association lacanienne internationale, qui a son siège à Rome, et j'enseigne à l'école de spécialisation au laboratoire freudien pour la formation des psychothérapeutes. Eh ben, ça en balance. Hein. La photo. Ah oui, mais donc en fait, je pense que donc l'émission s'appelle visiblement ID 3D. ID 3D. Comme une idée, avoir une idée, et 3D comme la 3D. Et donc j'imagine qu'il y a un format où à chaque fois ils interrogent des gens et il y a un format avec ça. Je suppose. Hein. Visiblement format la photo. Là, je vois un cerveau et je pense qu'on est au bon endroit puisque ici, on est entouré de cerveaux. On est à la Cité des sciences et de l'industrie, dans l'exposition cerveau. Et donc, ici, ce que je vois, c'est justement un cerveau où on voit une activation pas n'importe où dans le cortex frontal. Et le cortex frontal, il est hyper important. C'est une zone qui est un peu le chef d'orchestre. Et lorsqu'il va pas bien, malheureusement, on perd un peu ses traits de personnalité et ça altère un certain nombre de nos comportements. Et c'est une région qui nous aide à bien mémoriser. Ça c'est fou aussi. Enfin c'est quand des gens ont des fois des accidents cérébraux et que c'est j'imagine ce cortex préfrontal. Oh là là, ça va être difficile hein si je sais pas parler. C'est fou à quel point ça peut changer leur personnalité. Moi je trouve ça dingue. Il y a des gens qui ont vraiment des accidents cérébraux et du coup leur personnalité est changée. C'est dingue. Que ta mémoire soit affectée, il y a un truc très logique, que tes capacités soient affectées, mais que ta personnalité change. Je comprends, mais je trouve ça fou. Dans le chat aussi, on est entouré de cerveaux. C'est clair. que des cerveaux sur mon chat. Il s'agit de la partie la plus évoluée du cerveau, et c'est sur cette partie que l'environnement joue un rôle très important, étant donné que cette zone du cerveau se développe en fonction des facteurs génétiques et de l'environnement relationnel. Cette partie du cerveau commence à se développer à partir de l'âge de 3 ans et atteint sa maturité à la fin de l'adolescence, ce qui laisse à l'entourage une grande place pour modeler cette zone si importante du cerveau. À l'entourage ou à une secte.
au choix. On peut modeler les cerveaux dans les sectes aussi. Le cortex préfrontal. C'est le mot modeler qui m'a un peu fait genre, ah oui, carrément, on modèle le cerveau de nos enfants, quoi. C'est le siège des fonctions exécutives. Ce sont elles qui régulent l'attention, la concentration, les comportements et les émotions. Et normalement, en psychologie, lorsque nous travaillons avec des enfants qui ont par exemple des problèmes comportementaux ou émotionnels, il est nécessaire de connaître la base de ces fonctions que nous retrouvons aujourd'hui dans les neurosciences. Ça te dérange de rater une partie du docu? Comment ça? Ah, comprenez pas. Ah, tu veux voir Michel regarder le documentaire? Attends, je vais chercher Michel vite fait alors. Mais Michel! Ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, Michel, hein? Attends, je vais la chercher, bouge pas. Ah, Michel! Je te laisse les rênes, mais c'est vraiment juste pour quelques instants parce que je veux voir le docu, quoi. Salut! Salut, c'est Michel Palarev. J'espère que vous allez bien. Désolée, j'étais en concert à LA. J'ai pas souvent l'occasion de passer vous dire bonjour, mais je pense à vous, hein. Dès que je passe à Bruxelles, je pense à vous, hein. C'est moi, c'est Michel Palarev. Tu vas voir, c'est trop intéressant. Vous parlez de quoi? Que devient l'inconscient? Waouh. L'inconscient, c'est trop deep, les gens. Trop deep, moi je suis trop deep. Attendez, on va regarder ça. De gros cerveaux. Je trouve qu'elle nous oublie un peu, Michel, depuis qu'elle a du succès. Écoutez, faut comprendre que quand on est une star, on a des impératifs. Soyez déjà content que je vienne encore vous dire coucou. Hein, parce que je pourrais très bien rentrer à Bruxelles et juste pioter dans mon château ou mon manoir, hein. Et je fais l'effort de passer chez Timéa pour vous dire bonjour. Je trouve quand même, cher monsieur Éclisse, hein, que vous abusez. Je vais pas vous offenser. Ah non, bah, c'est trop tard. C'est trop tard. Monsieur Éclisse, c'est trop tard. Je suis offensé. Il y a des impératifs, mais pas de subjonctifs. Bon, regardons la suite. Je dois baisser mes lunettes parce que sinon c'est compliqué. Che io le posso dire è dell'ordine di un'associazione libera. Penso a certi film distopici. Vous avez oublié de mettre... Ah oui, ils ont oublié de mettre la traduction, hein. Elle parle en italien depuis tout à l'heure. Elle parle en italien super longtemps avant qu'ils se mettent à traduire. Di un'associazione libera. Penso a certi film distopici. Ce que je peux vous dire est de l'ordre de la libre association d'idées. Je pense à certains films dystopiques qui parlent de créatures programmées, qui ont été étudiées technologiquement. Ah oui, elle est loin, elle. Les autres, ils étaient plus terre à terre. Par la suite, au sein de ces créatures... c'est une qui a fait un peu moins de trucs scientifiques, elle a fait plus de la philosophie et tout. Tu sens tout de suite qu'elle a un esprit plus créatif. Créée et programmée, apparaît un élément d'humanité qui déstabilise complètement le programme. Tout cela pour dire que, selon moi, la clé essentielle de l'humain ne peut résider dans aucune mesure technologique, dans aucune tentative de programmation, mais plutôt dans quelque chose qui regarde les affects, le langage et la création, et qui trouvera toujours une façon de s'exprimer. Yeah. Question. Oui. Michel Palarev parle également allemand. Une citation que j'adore de Donald Hebb, qui est en fait un scientifique écossais Oui, tout ça à partir d'une image trouvée sur Google, où on a probablement tapé « cerveau, connexion neuronale », et la première image gratuite, ils l'ont sortie. Mais, écoute, c'est des chercheurs, hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Du milieu du XXe siècle, qui en fait nous dit... neurones that fire together, wire together. Ce qui veut littéralement dire quand deux neurones tirent ensemble, ils se câblent ensemble. C'est la traduction un peu dégueu. s'allument ensemble, ils se connectent ensemble. En fait, c'est un peu la base de l'apprentissage. Quand on commence à apprendre quelque chose, il y a deux neurones qui se connectent, et puis les prochaines fois, ce sera de plus en plus facile en fait de communiquer l'un avec l'autre.
Mon histoire avec la psychanalyse est une histoire d'amour, qui d'ailleurs est née à l'intérieur d'une histoire d'amour que je vivais à une époque de ma vie. Je me suis retrouvée avec mon fiancé d'alors dans le cabinet de son analyste. Et cet analyste, de façon tout à fait inattendue, m'a invitée à entrer. Là, on a fait une thérapie de couple. Ça a fini par... on s'est séparés. Visiblement, ils sont plus ensemble, elle en parle au passé. Peu de temps après, je commençais moi aussi un parcours d'analyse. J'ai rencontré l'enseignement de Jacques Lacan. Il y a une phrase de lui... J'ai cru qu'elle allait dire « j'ai rencontré quelqu'un d'autre ». Et je suis tombée amoureuse de cette autre personne. Elle est avec l'analyste maintenant. J'y ai vraiment cru pendant un instant. Qui dit « Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue en tant que sujet, c'est ma question. » Cette phrase nous dit de façon... Merci pour le follow, Anaïl. Attends, on va entendre la fin de sa réponse, mais après je rappellerai Timéa, je laisserai Michel s'en ira. Et je te tirerai une petite carte animal totem, parce que quand on follow ici, on reçoit un animal totem. Tu vas voir. Très simple, comment nos paroles se constituent en questions adressées à quelqu'un. Chacun de nos actes de parole s'inscrit donc dans une relation. Les apports des neurosciences à la compréhension des émotions et de la perception sont nécessaires pour pouvoir justifier les interventions que nous pouvons aujourd'hui faire avec les émotions des enfants. Ils aiment beaucoup modifier les envies des enfants. Une situation marquante pendant mes études. Ce que nous apprenions en cours à cette époque, c'était les techniques utilisées en psychothérapie issues des courants existants, qui sont maintenant la base de la psychologie. À cette époque, on ne parlait pas beaucoup du rôle du cerveau dans les différents domaines de la vie de l'enfant, comme par exemple les émotions ou le comportement. Nous abordions plutôt les difficultés émotionnelles ou comportementales d'un point de vue spécifique, à partir du contexte familial ou d'autres contextes. Au lieu de se dire, c'est peut-être la manière dont son cerveau est formé et les connexions qu'il a faites dans son cerveau, on étudiait simplement l'environnement, quoi. Il y a même des jeux intéressants. Non, pas genre FF8. Non. Oui, c'est marrant en plus. Oui, peut-être parce que je porte une perruque. Contexto familiar. Ah non, pas du tout. Michel Polnareff ne porte pas de perruque. Ou otros. Diagnostiquer. Attendez. Donc je disais, on a fini à peu près un moment. Michel Polnareff va vous laisser ici. Retrouvez-la en concert. Une perruque, on nous mentirait. Non, pas du tout. Retrouvez-moi en concert au Casino de Paris, ainsi qu'à la MJC de Montreuil, les 2 et 4 mai. N'hésitez pas. On chantera tous mes grands tubes de Michel Polnareff. Et je vais rappeler Timéa. J'arrive. Ah! Alors. Paraît-il qu'il y a eu un nouveau follow? Quel jeu d'actrice, on y croit à fond, c'est dingue. c'est dingue. Anaïl, du coup. Déjà, merci beaucoup. Et puis ensuite, regarde donc. Si je trouve ma scène. Et je vous ai dit que mon Stream Deck, donc le truc qui aide à changer de scène, que j'avais commandé en janvier, il m'a envoyé un mail il y a 2 semaines pour me dire « Oui, en fait, finalement, il sera plus jamais disponible dans notre boutique, mais vous pouvez acheter quelque chose avec l'argent que vous avez déjà dépensé ici. » J'ai dit « Non, remboursez-moi, vous êtes scandaleux. » Donc ici, nous avons des magnifiques cartes avec plein d'animaux. Tu veux fournir des signes, des perdrix, des élans, etc. Et quand on joint une team ici, enfin quand on follow, on rejoint une team et un totem. Après, il y a des petits jeux sur le Discord auxquels on peut participer. Voilà. C'est l'argent des abonnés en plus, clairement. Voilà, du coup, je vais te tirer une carte au hasard. Attention pour toi. Anaïl. Hydrangea, j'imagine si c'est un E. Hydrangea. Tu seras... Ça. Oh bah tiens, je l'ai cité
C'est une petite fourmi. Je suis obligée de parler avec une voix très aiguë. La fourmi. La fourmi n'est pas prêteuse. C'est là son moindre défaut. Ça qu'on dit, paraît-il. Alors, la team fourmi... On a déjà une petite team fourmi. Elle est ici haut, elle est déjà bien remplie tout de même, cette team fourmi. Je le prends bien. Ah, si vous voulez pas être fourmi, bah c'est très bien. Alors, il faut le prendre comme un animal totem, pas comme tu n'es pas aussi petit ou petite qu'une fourmi. Ouais, enfin, faut pas mal le prendre. Faut pas... Hein, c'est bien. Elles vivent en communauté, elles s'entraident, elles sont... Regarde, je vais te lire ce que ça dit sur toi, parce qu'on a un merveilleux livre ici. La fourmi, c'est le numéro 32. Bien sûr. Oui, par exemple, Rabbit Troll n'est même pas un lapin, donc c'est un opossum. Donc finalement... Alors, la fourmi, son titre, c'est Patience. Alors, je sais pas si tu es patient ou si ça ne correspond vraiment pas, mais... Alors, si vous jouissez de la médecine de la fourmi, ce qui est normalement ton cas, Annie, vous mangez lentement et posément. Vous êtes satisfait de savoir que ce dont vous avez besoin se manifestera avec le temps. Cette assurance est bénéfique. Elle démontre votre confiance dans la providence de l'univers. Si la fourmi s'est aventurée dans votre tirage, il est grand temps de démontrer patience et confiance dans certaines situations de la vie. Es-tu patient et confiant en ce moment? Vous avez peut-être oublié que vous recevrez toujours ce qu'il vous faut au moment où vous en aurez le plus besoin. Patient, oui. Ah, bah déjà. Si cela n'apparaît pas à l'horizon ou derrière la fourmilière voisine, vous devrez peut-être utiliser certaines stratégies. Comment pouvez-vous mettre en œuvre votre puissance de création jusqu'à ce que cela arrive? Peu importe ce que cela veut dire pour vous en ce moment. La fourmi, donc toi, Anil, tu travailles au bien commun. Si c'est bien ton cas, sois assuré que tout le monde souhaite aussi ton bien et que cela se réalisera. Oh ça va, c'est pas si mal la souris. Patience, confiance. Timéa, j'ai honte, j'ai oublié qui je suis. J'ai oublié. Mais tu es Lime Lady? Comment ça tu as oublié? Non mais je vais regarder. Lime Lady. Alors j'ai fait une recherche mais... Ah! Eh ben! Lime Lady, tu étais ce que Rabbit rêverait d'être. À savoir, tu es Team Lapin. J'ai ma tête devant, là. N'oublie pas qui tu es. Pour le cela, dans ce moment, on repassera. Ah, bon. Lime Lady, on échange. Et c'est pas des cartes Pokémon, hein? On n'échange pas, hein? Non mais, vous êtes cru où? Vous avez cru Non? Je crois pas, non? Est-ce que je viens de faire un Rabbit Troll? C'est beau, j'aime beaucoup. Bien, un peu de sérieux. On va regarder ce gros cerveau et continuer à comprendre le monde. J'imaginais pas le format de ce docu comme ça. C'est pas grave, on va continuer à se plonger dedans, on va voir où ça nous mène. Ah non, mon micro tombe. Tombe très lentement. Vous allez le voir disparaître de l'écran, sans les mains. Et il s'est arrêté. Zut. Je voulais faire un tour de magie où mon micro serait disparu complètement. Serait disparu. Et mon micro, il serait disparu. Ouais. Choper la carte Timéa holographique. Ça serait tellement cool. Non, mais non, on va pas faire ça. Bon, le micro, c'est quoi ton problème? C'est mon bras de micro est trop faible. Mon bras de micro, il veut aller dormir. C'est mon micro, il pèse trop lourd. Trop lourd. Comme l'humour du chat. La plus rare, c'est la carte Michel Polnareff. Clairement. La plus rare, c'est la carte Max.
Ou la carte Rabia. Enfin, que celle-là, on commence à la voir souvent. Aizou, je relance, bien sûr. Qui ça? Oui, voilà, tu vois. Autiste Asperger, la jeune Mexicaine. Attendez, on a le début. Je voudrais le début de cette phrase. Qui est Asperger? U otros. Diagnostiquée autiste Asperger, la jeune Mexicaine Adara Pérez Sanchez possède un QI de 162. Ouh, ça c'est très très fort, hein. Ça, je m'y connais en QI et c'est très très haut. Je m'y connais en QI, cette phrase. Supérieur à celui d'Einstein. Diplômée de fin d'études secondaires à 8 ans, elle a été admise plus que moi. Je me suis pas fait tester mon QI, mais je pense plus que moi aussi. 10 ans en 2021 à l'Université d'Arizona. Un cas très isolé au Mexique où près de la moitié des élèves abandonnent l'école avant la classe de seconde. Près de 3 millions d'enfants travaillent pour aider leur famille. Dans la vie, les choses importantes passent souvent par des chemins qui dévient de la ligne droite. Quelle déviation a emprunté Freud? Imaginez ce garçon, qui est un enfant de la bonne bourgeoisie juive viennoise et qui fait des études de médecine. Sa voie est toute tracée. Il se spécialise en neurologie. 3 millions d'enfants, plus que moi. Je te souhaite vraiment pas d'avoir 3 millions d'enfants. Je crois que déjà 2, c'est pas mal. Hein. Je crois que t'en as suffisamment de 2. Il devient un brillant psychiatre et fait de brillantes recherches dans le domaine des maladies nerveuses. Mais il gagne une bourse d'études qui l'amène à Paris. Et là, il va à l'hôpital Asile de la Salpêtrière, où il rencontre Charcot, qui fait la présentation de celle qu'on appelait les... Charcot? Celui qui veut nettoyer la Caïra au Karcher? Charcot. Charcozy? Très mauvais jeu de mots, je suis désolée. Ah, t'as fait le même, c'est bon! Ravi, t'as fait le même! Oh, ça va, tu t'es pardonné. hystériques. Les corps de ces femmes qui sont tordus, distordus, paralysés, contractés, mettent en échec le savoir de la médecine, parce que leurs symptômes n'ont aucun fondement organique. Freud a alors l'intuition que ce n'est pas la neurologie qui lui permettra de soigner ces symptômes. Il comprend que ces symptômes mettent en scène un conflit psychique entre un désir refoulé d'une part, et d'autre part la censure, les prescriptions et les injonctions de l'éducation, de la morale et de la société. La connexion humoristique entre vous est colossale. Bah, d'habitude on fait pas le même genre d'humour, Rabbit et moi. Mais j'ai quelquefois des idées de jeux de mots et c'est extrêmement rare, mais il y a des progrès. C'est à cause du chat qui fait beaucoup de jeux de mots, et notamment Rabbit, mais d'autres. Je commence à m'éveiller à ce type d'humour. Mais il est tellement difficile pour moi. La morale et de la société. Aujourd'hui, oui, t'as un humour plus primaire, c'est bien, c'est un beau mot. Dans le monde d'aujourd'hui et dans le monde de demain, une des choses qui sera cruciale, c'est s'adapter. Et on oublie tout le temps que l'outil le plus puissant qu'il y a, c'est entre nos deux oreilles, c'est notre cerveau. Et nous, on s'est positionné entre nos deux oreilles, mon nez. Mes deux oreilles, il y a mon nez. L'éveil de Timéa. Je m'éveille au jeu de mots. Là-dessus, en disant finalement, en sciences cognitives, on a appris à décrypter le cerveau. Enfin, maintenant, on vous donne la possibilité que vous aussi, vous puissiez le faire. Les soft skills, comme le mot le dit en anglais, soft, doux, skills, les compétences douces, ce sont ces fameuses compétences transversales qui sont un peu impalpables, floues, qui sont autant être poli, arriver à l'heure, être persévérant, savoir gérer votre temps. C'est un peu toutes ces compétences qui ne sont pas liées dites à des tâches techniques. Ah oui. Mais en réalité, elles sont techniques ici, puisqu'il faut utiliser votre cerveau pour pouvoir le faire. Et pour ça, il faut apprendre à le connaître. Et il faut pouvoir justement arriver à bien se connaître, à bien décrypter comment on fonctionne pour pouvoir après agir et être meilleur. Alors ça, bon, c'est un peu... J'ai l'impression qu'elle enfonce des portes ouvertes, mais peut-être que ça résonne plus chez d'autres gens. Mais ce côté, plus tu te connais toi-même, plus tu seras efficace avec toi-même, plus tu vas sûrement pas toujours, mais être plus heureux et plus tranquille dans ta manière de vivre. Tout à fait d'accord. Au sens où, si tu connais bien, alors elle a dit ton cerveau, mais c'est ton fonctionnement, quoi. La manière de fonctionner. Forcément, après, tu sais ce
sur quoi t'es efficace et ce sur quoi t'es pas efficace, et tu peux trouver plus facilement des outils pour pallier à l'inefficacité et investir encore plus de temps là où t'es efficace. D'où l'intérêt des fois de faire une psychanalyse, de faire un suivi psy, ou du développement personnel, ou parler avec des gens de comment vous vous sentez, et comme ça, paf, ça active un peu votre cerveau et comment vous vous sentez et comment vous fonctionnez, et de fil en aiguille, en général, on progresse vers, pas forcément de la productivité ou des trucs comme ça, mais juste vers du bien-être, de l'accord avec soi-même. Allez, c'est tout pour moi. Dicevano conosci te stesso, proprio perché siamo sempre sulla soglia di noi. Dans l'Antiquité, on disait « connais-toi toi-même », justement parce que nous nous tenons toujours au seuil de nous-mêmes. Et d'une certaine façon, je crois que la psychanalyse maintient et préserve cette demande, et qu'aucune réponse ne pourra jamais menacer ce désir de savoir, ce sens du mystère, et encore moins une réponse qui pense pouvoir tout dire de l'être humain, qui pense pouvoir donner une réponse définitive. Je pense au contraire que cette recherche n'aboutira jamais à une parole ultime. Et je pense aussi que c'est justement là qu'est notre chance, parce que cela veut dire que chacun d'entre nous pourra toujours trouver une autre réponse, une autre invention pour faire face aux vicissitudes de la vie et aux petites catastrophes auxquelles elle nous expose. Avec belle créativité de part de la je pense que cette demande sera toujours plus forte que n'importe quelle réponse. La citation. Citate. Savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Savoir écouter, c'est posséder outre le sien, le cerveau des autres. Léonard de Vinci. Vous avez 1 heure. C'est une belle citation. Ceci dit, j'aime bien. Très juste. Très vrai. Écouter et comprendre, travailler son empathie, travailler sa compréhension des autres, c'est progresser sur son propre cerveau, et effectivement c'est pouvoir un petit peu, comme là c'est vraiment posséder le cerveau des autres, c'est aussi pouvoir un peu, et on va reprendre le terme qu'ils ont utilisé, modeler le cerveau des autres, parce que c'est plus facile de manipuler, et j'y mets pas forcément un côté très très négatif derrière cette manipulation, mais manipuler un peu les autres, relationner plus facilement, par exemple. Ça fait partie de ce que j'appelle un peu de la manipulation, même si il y a des manipulations malveillantes, on va dire. Ça, on va éviter, par exemple, faites pas ça. Manipulez pas de manière malveillante les gens, s'il vous plaît. C'est une demande que je vous fais, c'est un petit trigger warning. Après, chacun fait ce qu'il veut, hein, dans les limites de la pénalité, on va dire ça comme ça. Donc qu'est-ce qu'ils vont nous en dire, eux? Bah eux, ils sont plus malins. Ah, attention. Zu hören zu können bedeutet, außer dem eigenen Ort das Gehirn anderer zu nutzen. Ouais. Ça fait longtemps que j'ai pas fait d'allemand. La psychothérapie en México sí tiene un lugar importante, puesto... Ouais, les ostéos, c'est des gros manipulateurs. Mais là, ils manipulent ton corps, c'est différent. Ton corps, je manipule ton corps, baby, ta soul, baby. La psychothérapie au Mexique occupe une place importante, car nous avons constaté au cours des dernières années que les difficultés des enfants ont augmenté, tant sur le plan comportemental qu'émotionnel. Nous pouvons voir par exemple que les enfants ont davantage de problèmes d'attention, de concentration, et le contexte social au Mexique a également eu un impact négatif sur le sujet. C'est-à-dire qu'il y a plus de délinquance et un plus grand risque pour les enfants. Les observations que j'ai recueillies au Mexique ont été très précieuses, car elles constituent la base de la méthode CPIM, Child Parent Interregulatory Method. Qu'est-ce que c'est que ça? Autrement dit, la méthode d'interrégulation parent-enfant. Pas aider. Autrement dit, un truc toujours pas très clair. Elle vise à identifier si les pratiques parentales ont une quelconque corrélation avec les difficultés que nous pouvons trouver chez les enfants. Ah bah, ça peut.
y a pas que ça, mais... Alors, je me suis dit, eux, ils font des recherches scientifiques pour le prouver, mais j'ai quand même l'impression qu'on peut partir par l'expérience de se dire, oui, en partie. En tout cas. Suite à cela, nous intervenons auprès des parents pour qu'ils modifient leurs pratiques parentales. Donc ils ont déjà décidé que c'était oui, on est bien d'accord. Expliquer sans expliquer. Afin d'avoir un effet positif sur les difficultés de leurs enfants. Après, on peut pas dire que c'est tout le monde, et il y a sûrement plein de choses qui rentrent en jeu. Je veux dire, dans l'environnement, il n'y a pas que les parents. Il y a les parents, il y a l'école, il y a les amis, il y a l'environnement familial, il y a la culture, il y a beaucoup de choses. Hein. Les sciences cognitives, elles nous ont permis de pouvoir mettre un substrat biologique à ces phénomènes de conscience et d'inconscience. Et ça, c'est assez fabuleux, parce qu'avant, on n'avait pas idée... Enfin, on avait des psychanalystes qui avaient justement pensé que le psyché, qu'il y avait des choses qui se passaient en nous sans que nous en prenions conscience. Mais les sciences cognitives, elles l'ont révélé. Elles ont bien vu que quand vous devez faire une action, votre cortex moteur s'active avant même que vous preniez conscience que vous voulez faire cette action. Donc, ça veut bien dire qu'effectivement, ces deux choses sont liées. Sauf que maintenant, on l'étudie peut-être d'une autre manière et on en parle d'une autre manière. Ah oui, c'est-à-dire qu'au lieu de juste penser que c'est des pensées qui navigueraient un peu au-dessus de nos têtes, on prend conscience que c'est dans notre cerveau et que c'est des impulsions électriques et des zones de notre cerveau particulières qui se mettent en œuvre, qui se mettent en place. À Paris, l'Institut du cerveau regroupe 700 chercheurs et techniciens qui étudient son fonctionnement. L'objectif est de prévenir ces maladies plutôt que de les soulager. J'aime bien quand tu fais des Parmi celles-ci, les troubles psychiatriques concernent plus d'un adulte sur 4 en France, où 10 millions de personnes sont touchées par la dépression. Les maladies mentales constituent la deuxième... Une personne sur 4 atteint un trouble psychique en France. C'est beaucoup, hein? C'est toujours très tabou. Deuxième cause d'arrêt de travail et la première cause d'invalidité. Secondo me, qui si apre. Question des muscles qui s'activent avant d'avoir pris la décision, ça mène à un questionnement sur la liberté de choix. Oui. Oui, si on veut. Après, le truc, c'est que c'est toujours ton cerveau, quand même, qui fait ce choix. Et à part dans des moments de stress intense, où c'est vraiment le machin reptilien, là, le cerveau reptilien, juste, qui prend le relais et qui va vraiment faire tes actions à ta place, en général, tu restes assez libre de refuser le mouvement ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que c'est comme... Après, ça te sauve la vie, quoi. Je veux dire, si quelqu'un te lance un truc au visage, le fait que ta main se mette automatiquement pour se protéger ou que tu l'évites, heureusement que t'as pas besoin de te dire est-ce que je suis libre du choix de me protéger à ce moment-là ou machin, parce que le temps que tu penses à ça, tu t'es déjà pris dans la tronche et c'est foutu. Le problème, c'est que des fois ça s'active à des moments où faut pas que ça s'active. Enfin, faut pas. C'est plus compliqué quand tu te fais agresser, quand il y a une situation très très flippante. Et en même temps, souvent ça te sauve plus souvent la vie que ça te met en danger, quoi. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire ah oui, et du coup, est-ce que je suis vraiment libre si mon cerveau agit par automatisme? Mais ceci dit, il y a quand même dans les suivis psy, souvent on te dit attention, la manière de ton cerveau de réagir, c'est ça, parce que t'as vécu ça, ou enfin des fois on trouve les raisons et des fois pas tout de suite, mais ta manière de réagir en général c'est ça, et une fois que t'en prends conscience, c'est beaucoup plus simple aussi de modifier le comportement. Même si des fois, même si t'en as conscience, tu retombes dans le même comportement. Ou alors tu fais une variante du comportement en disant ah, cette fois-ci, j'ai pas fait comme d'habitude, hein. Et puis en fait, tu te rends compte que, en fait, un petit peu, t'as juste modifié un mini truc et toi, dans ta tête, tu dis c'est pas du tout la même chose, alors qu'en fait, c'est exactement la même chose. Ça, c'est très drôle. Mais oui. Je pense quand même que, heureusement qu'on a des automatismes. Selon moi, il y a une distinction entre la psychanalyse et les neurosciences en ce qui concerne le concept d'incalculable. C'est un concept crucial en psychanalyse pour penser non seulement l'inconscient, mais aussi le parcours de la cure. Cela veut dire que dans l'inconscient, il y a de la surprise. Mais je voudrais aussi parler d'un livre écrit par un philosophe de la biologie, Telmo Pievani. Il s'agit de La vie inattendue.
Il démontre qu'effectivement, tout le développement biologique apparaît comme une série de contingences, et que surtout la vie humaine, notre vie, a eu lieu comme un événement non programmé, comme un événement inattendu. Ouais. La vie, toute forme de vie, est donc toujours le fruit de l'incalculable. Tout cela pour dire que la programmation n'est pas l'essentiel de l'être humain. L'essentiel, c'est l'incalculable. Ah oui, elle veut comparer le fait que... J'étais en train de me dire, mais où elle veut en venir avec ça? Mais elle veut juste faire une différence entre la psychanalyse et psychologie, si j'ai bien compris, et les neurosciences, où les neurosciences disent ça se calcule et machin, et ça peut se programmer et se comprendre un peu avec un raisonnement logique et précis, on va dire ça comme ça. Alors que en psychanalyse, on a plutôt la thèse que tout est incalculable et tout est une surprise. Enfin, pas tout, mais une grande partie est incalculable et une surprise, et que donc on ne peut pas faire de programmation de cerveau. C'est ça que je comprends? C'est ça que vous comprenez? C'est ça que je comprends. J'ai l'impression que c'est ça le point qu'elle voulait donner, sinon j'étais pas très sûre du point. La littérature scientifique soutient que les parents jouent un rôle de corégulation avec leurs enfants. C'est-à-dire que j'ai rien compris. Moi, perso, j'ai rien bité. pour que les enfants puissent développer ces fonctions exécutives, autrement dit, leur capacité d'autorégulation, il faut passer dans un premier temps par une corégulation externe. Si les parents changent leur pratique parentale... Attendez, le chat est en train de défoncer la porte. J'entends des fantômes. Il y avait personne derrière la porte. Le chat était même pas proche. Excusez-moi. Je remets 5 secondes en arrière. Leur capacité d'autorégulation, il faut passer dans un premier temps par une corégulation externe. Oui. Si les parents changent leur pratique parentale, cela a un impact sur le développement de ces fonctions exécutives. Il y a un changement dans la perception des parents vis-à-vis de leurs enfants et inversement, puisque les parents ont la possibilité de prendre conscience des effets que peuvent avoir leur façon de se comporter et leurs interactions avec leurs enfants. Mais elle, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup de rapport avec l'inconscient. J'ai l'impression que ça a vraiment un rapport avec la manière dont t'éduques et ta manière d'éduquer. Ah, peut-être, oui, que ta manière d'éduquer fait sur l'inconscient de tes enfants. Ok, peut-être. Et j'ai pas essayé Revelio, mais c'est vrai que peut-être je devrais faire Revelio et que je regarde à travers la porte si le chat apparaît en surbrillance ou pas. Elle a eu des rapports avec son analyste par contre. Non mais c'est elle, c'est celle-là, enfin celle-là pour vous, la flèche est par là. Celle-là, l'écran est par là. C'est celle-là qui est partie en amour à Paris et machin. C'est elle, non? Plutôt elle, moi je crois. L'autre, elle a sûrement psychoanalysé ses enfants. Ça, je pense qu'elle a fait une psychanalyse de ses propres enfants, moi je pense. Ça c'est l'autre. Et finalement, il y a que la meuf qui est dans l'expo sur les cerveaux. Ça va. On juge alors qu'on les connaît. Avec la psychanalyse, le concept de normalité, qui est un concept universel, cède la place au concept de singularité, qui nous entraîne dans une logique du particulier. Le démontage du concept de normalité comme paradigme universel peut être illustré par le rapport de Lacan à la folie. Plus de détails sur Lacan et la folie, s'il vous plaît. Freud est entré dans la psychanalyse par l'hystérie. Pour Lacan, la porte d'entrée a été la folie. Pour lui, elle ne signifiera jamais un déficit cognitif ou un défaut de la nature. L'image m'a perturbée à fond. Mais il dira que la folie fait partie de l'être, de l'homme, et qu'elle nous livre des enseignements fondamentaux sur l'être humain. Et elle dit des trucs. Je dis ok, mais je vois pas où est-ce qu'elle veut en venir à chaque fois. Encore une fois, je vois pas où... le point qu'elle veut amener.
Pas regarder un docu Arte quand t'es de droite. Juger les gens sans les connaître. Oui, un petit peu. Dans un deuxième temps, si les enfants passent par cette étape de co-régulation, ils peuvent arriver à s'autoréguler. Je vais illustrer cette situation par un exemple. Moi et mes enfants, on était allés à... Pour cela, il faut introduire une fonction exécutive qui s'appelle le contrôle inhibiteur. Okay. C'est ce contrôle inhibiteur qui nous permet de freiner, de stopper nos envies, de faire quelque chose et de résister au plaisir. Moi, je connais sur LoL les inhibiteurs, c'est ce qu'il faut tuer pour gagner. Ici, c'est le cas d'un petit garçon qui avait des difficultés comportementales à la maison, à l'école, avec ses camarades et avec son frère. Qui s'est fait la même blague que moi. C'est content, hein. Paul, Non, c'est pas avec ses camarades et avec son frère. Inhibiteur, j'ai un souci avec ça. Bah oui, ils disent que c'est le truc qui te permet de résister au plaisir quand on est censé se tenir. Du coup, je pense que quand t'as un ADHD, un trouble de l'attention, c'est justement ça que t'arrives pas à contrôler, j'imagine. Enfin, ça doit faire partie des trucs, quoi. Dans ce cas-là, nous avons identifié que les parents n'avaient pas adopté la pratique parentale qui, justement, contribue à stimuler ce contrôle inhibiteur. En faisant le travail nécessaire avec les parents et l'enfant, nous avons pu aider cet enfant à améliorer son contrôle inhibiteur. Tu veux améliorer ton contrôle inhibiteur, Rabbit Troll? Elle a pas dit comment, elle a juste dit on a rajouté un truc, mais elle a pas dit quoi? Ou j'ai pas écouté, peut-être j'étais en train de lire le chat et j'ai pas écouté. Dit anecdote! Au XIXe siècle, les scientifiques avaient déduit que les femmes étaient moins intelligentes que les hommes parce que leur cerveau était plus léger. Hélas pour eux, le poids de celui d'Albert Einstein était inférieur à la moyenne générale. À la mort du... Putain, ils ont pesé... Ah oui, c'est le jeu! C'est... À qui est cette moustache? On connaît ce jeu, c'est le jeu de Discord dans ce moment. Allez. Oui, non, les femmes sont bêtes, c'est connu. C'est bien connu. Physicien, contre sa volonté et celle de sa famille, le médecin chargé... Ça va, c'est celui de la semaine passée, c'est bon. Je propose toujours des trucs horribles à écouter. Mais ça me fait beaucoup rire, je suis contente quand même que les gens participent. Il y en a qui sont effectivement parfois à côté de la plaque dans les propositions, mais c'est pas grave. De l'autopsie préleva le précieux organe et le découpa en 240... Faut que je poste le suivant aujourd'hui. Je vais essayer de vous faire ça tout à l'heure, après le stream vite fait. morceaux qu'il plongea dans des bocaux de formol pour les envoyer à ses amis. Mais ça, c'est dégueulasse. Arrêtez d'envoyer des morceaux de cerveau à vos amis. Arrêtez. Se fait pas. Leurs études microscopiques sur de fines lamelles ne donnant rien, les bocaux furent remis au placard pendant des décennies. Des recherches ont depuis révélé que le cerveau d'Einstein aurait eu une crête supplémentaire dans le lobe frontal. Une crête supplémentaire. C'est à Freud que le génie de la physique écrivit en 1932 pour... On pourrait faire deviner la moustache de Freud, hein. Lui demander comment affranchir les hommes de la menace de la guerre. On a tous les mêmes cerveaux, on a deux lobes. Je suis en train de manger. On a deux hémisphères. Oui, non, Rabbit, je prendrais pas un bout de cerveau. Merci. On a un corps calleux, enfin, on a exactement la même forme de cerveau. Par contre, ce qui va différer, c'est qu'on va pas vivre dans les mêmes environnements. Et en fonction de ça, le cerveau, il va pas se développer de la même manière. Et on a appris, par exemple, que le langage, contrairement à ce qu'on imaginait, que le langage, ça venait comme ça aux enfants, on s'est rendu compte que pas du tout. En fait, le langage, il vient pas comme ça aux enfants. Le langage, il vient de la qualité des interactions qu'on va avoir avec eux et de la richesse du langage auquel ils vont être exposés. Et ça change toute la donne parce que ça veut dire que déjà, avant 3 ans, les compétences qui vont être essentielles pour eux, parce que le langage, c'est au centre de tout, À qui est ce bout de cerveau? À l'époque, ils auraient pas fait un jeu sur les moustaches, mais sur les cerveaux.
En fait, comme ils n'avaient pas Discord, les communautés de gens qui aimaient les jeux, juste les jeux, pas vidéo, mais juste les jeux, ils se mettaient ensemble et puis après, ils disaient bon, je vous envoie tous un petit bout de cerveau et vous devez me dire à qui c'est, hein. Et ceux qui gagnent, à la fin, je leur écris un poème et je vous envoie le poème par la poste. Ça devait être moins efficace, hein. Ça devait pas être dégueulasse. Forge déjà. Et 3 ans de vie, en fonction du milieu dans lequel on va vivre, ça va changer beaucoup de choses pour eux. Et les ricerche della neuroscienza sul... Attention, on va voir si on comprend où elle veut en venir. Parce que l'autre, c'est très clair. Voilà, parlez avec du vocabulaire élaboré à vos enfants, souvent. Faites beaucoup d'interactions sociales, ça va les aider à développer leur langage et leur capacité cognitive. Ils ont oublié ce morceau pour reconstituer le puzzle. On va voir si elle va nous faire un point où on comprend pas trop, elle fait juste de la philosophie un peu comme ça, ou si on voit où est-ce qu'elle va en venir, d'accord? Delle ricerche affascinanti, molto belle. Les recherches des neurosciences sur le langage sont belles et fascinantes. Mais elles imposent une conception du langage comme fonction, comme architecture cognitive. La psychanalyse, en revanche, pense le langage comme domaine du désir. Pour la psychanalyse, l'apprentissage est un champ infini du domaine de l'éros. Cela signifie qu'il s'inscrit dans une relation et met en jeu des vecteurs affectifs. Prenons l'exemple d'enfants qui ont des troubles de l'apprentissage. Très souvent, derrière le refus d'apprendre, il y a un grand malaise affectif. On refuse le savoir, mais en fait on refuse quelque chose de la relation avec l'autre. Je dirais donc brièvement qu'il existe une dimension érotique dans l'apprentissage. Alors je vois où elle veut aller. Mais... Ah bon? Ça me parle, ça? Ça te parle? La dimension érotique dans l'apprentissage? Ou les passages d'avant? Quelque chose qui passe par l'amour, par un désir. Et la... Je crois qu'elle parle encore de son analyse. Moi, ça me parle pas. Après, c'est vrai, si on tire le truc, c'est vrai que des fois, t'as envie d'apprendre, par exemple, pour faire plaisir à quelqu'un qui t'apprend. Ou si t'as une mauvaise relation avec un professeur, t'as plus envie d'apprendre, même si la matière est bien, parce que le professeur te plaît pas. Ou des fois, en contradiction à tes parents, tu dis je vais pas apprendre ça parce que j'ai pas envie de faire plaisir à mes parents. Ça, je vois, mais allez, même quand t'es enfant, c'est pas tout le temps, ça, si, quand même. Non? Moi, j'ai souvent du mal avec la psychanalyse. Je connais pas beaucoup, mais souvent, quand je commence à en entendre parler, je me dis, oui, des fois, mais mon Dieu, pas tout le temps, et j'ai l'impression qu'ils tirent des grosses ficelles et que ça a toujours rapport avec du sexe. Désolée, hein, mais j'ai l'impression que pour eux, tout a un rapport avec le cul et les parents. Pas envie d'apprendre parce que personne veut te donner des trucs à apprendre. Ah, comme personne... faut attendre les autres. Ah oui, genre tu vas trop vite et tes professeurs te donnaient pas plus de boulot en attendant. Et du coup, t'as plus envie d'apprendre le reste parce que tu sais que en apprenant, ensuite tu vas t'ennuyer. Ouais, je vois. Je vois parfaitement. Ça, c'était Elou? Elou? C'est qui Elou? Ah, relou. Je pense qu'il manque un R. Et après on te dit... Chante pas, gna gna gna. Moi, madame, monsieur prof. Non, ouais, je comprends. Si, ça, je comprends parfaitement. Je pense que chahute pas. Ah oui, chahute pas. Ouais, je comprends parfaitement. Oui. Elle est où, Elou? Elle est où, Elou? Non, c'était relou, ouais. Oui, ok, ça je vois. Ok, mais... Allez, je réitère que je n'y vois pas un lien avec l'éros, l'érotique, le désir. J'y vois un lien beaucoup plus avec l'ennui, et plutôt, je pense que ce que l'enfant évite à ce moment-là, quand il arrête d'apprendre, c'est l'ennui. Il arrête de travailler parce qu'il sait que
Désir, c'est pas forcément du cul. Non, pas forcément, mais j'ai pas l'impression que c'est une question de désir. C'est juste qu'il arrête de travailler parce qu'il n'a pas envie de ressentir une émotion négative. Cette émotion négative, c'est l'ennui, se faire engueuler par le prof à la fin parce que tu chahutes, devoir être patient alors que t'as pas envie d'être patient, que t'as juste envie de faire d'autres choses, tu vois, non? Perso, plus j'apprends, plus j'ai envie d'apprendre. Oui, moi aussi. Plus je me plonge dans un sujet, plus j'ai envie de fouiller le sujet. Absolument. Ok, on peut se dire que c'est le désir, mais ne pas apprendre ou prendre certains comportements, pour moi, ça n'a pas toujours un rapport avec du désir. Avec des envies, si on veut le dire autrement que désir. Mais toujours. Moi, j'ai l'impression qu'il y a souvent des stratégies d'évitement. Éviter de ressentir tel truc, éviter de vivre telle situation. Bon, après, voilà. C'est ma manière. Je vais jamais faire de généralité. Oui, mais là, elle avait l'air de dire... sa manière de le dire, c'était un peu genre... Ça a toujours un lien avec ça. Et les neurosciences se trompent. Peut-être qu'elle le présente un peu de manière directe pour simplifier, mais... Bon, bref, c'est mieux. Je vois un peu mieux, du coup. Je peux plus me projeter dans ce qu'elle a dit, parce qu'avant, vraiment pas. Dans la pratique actuelle et traditionnellement, nous travaillons sur les différentes difficultés avec des spécialistes. Par exemple, les difficultés émotionnelles avec le psychologue, les difficultés cognitives avec le neuropsychologue, de sorte que l'enfant peut finir par suivre 2 ou 3 thérapies en même temps. Dans le monde actuel, c'est toutefois compliqué de mener tout ça pour les parents, avec le travail et les responsabilités qu'ils ont à la maison. Ça coûte de l'argent, 3 thérapies en même temps. C'est pareil pour les enfants. Je vais d'autant plus au Mexique, je suis pas bien sûre qu'il y ait des assurances maladie là-bas. Entre les différentes activités qu'ils ont à l'école et à la maison. C'est compliqué de faire 2 ou 3 thérapies en même temps, alors que nous pouvons directement travailler avec une thérapie qui reprend la base de la régulation de ces différents domaines. Et si après cette intervention, qui est très courte, restent des difficultés, alors à ce moment-là, l'enfant peut être pris en charge par un spécialiste qui correspond à la difficulté qui n'a pas été travaillée. Ok. En fait, le meilleur date, c'est se poser devant un docu-Arte pour faire monter le désir. Non. Ceci dit, anecdote personnelle, j'ai eu un date avec un gars, et on s'était posé, vous savez ce truc où normalement tu dis, ah, on va mater un film ensemble. Notre date, c'était, viens, on mate un docu. Viens, on va mater un docu-Arte ensemble qu'on choisit ensemble. Et vraiment, c'était génial. Moi, j'adore. Moi, c'est bon, hein. Une soirée devant Arte, il y a quand même 50% de chances que l'un des deux finisse par s'endormir. Bah, pas chez moi. Surtout pas si tu choisis ensemble le documentaire et que t'arrives à trouver un truc qui t'intéresse tous les deux. Moi, c'est un très bon date. On a regardé le documentaire jusqu'au bout, hein. Pas arrêté, hein. Il y a pas eu de pause de date. Non. Le documentaire jusqu'au bout. Après, on a daté. Faut un bon docu alors et pas 3 heures. Entre un film, une série et un docu, ah ouais, moi 100% docu, ouais. 100%. Et sinon, des séries simples, mais pas films, par exemple. S'il y a déjà un truc, ça peut mener à un câlin. Oui, en plus. Moi, limite, je m'endors plus facilement devant un film que devant un docu. Ah, moi aussi. Moi, c'est pas limite, c'est sûr. Le docu, c'est important. Le docu, c'est intéressant, tu te poses des questions, je trouve que t'es plus actif que devant un film. Du coup, ça m'endort moins. Sauf si vraiment le docu est à chier, mais ça, bon, si le docu est à chier, j'arrête de le regarder. C'est rare quand même que j'aille quelque part où je peux pas arrêter le documentaire que je suis en train de regarder, hein. Bref, moi je conseille, hein, le date documentaire. Faut juste trouver quelqu'un qui est dans le même délire que toi, hein, bon. Et le type était un zèbre, comme ils disent. Et c'était très cool. Comme ils disent. J'aime pas trop cette appellation de zèbre.
Un peu genre, oh là là, je suis si différent. Italie, depuis la loi Ossicini en 1989, que chacun s'appelle comme il veut, c'est pas grave. l'État réglemente la psychanalyse. Un zèbre? Salut Nori! C'est ici la soirée d'Eric, absolument. Un zèbre, c'est une appellation en général qu'on utilise pour les hauts potentiels intellectuels ou ce qu'on appelait souvent avant les surdoués. Donc c'est des gens qui ont un QI élevé et plus que le QI élevé, souvent ils ont une manière de penser un peu différente. Donc il y a des gens qui disent c'est des zèbres parce que du coup ils sont différents, c'est pas des chevaux, c'est des zèbres. Et en plus de ça, chaque zèbre a des rayures différentes, et donc c'est pour dire que les personnes surdouées sont toutes différentes, parce qu'on avait une petite tendance à avoir qu'un seul profil de personne surdouée en tête. Souvent, quelqu'un de très très matheux, par exemple, on disait « Ah, c'est ça les surdoués », alors que tu peux être très doué en musique, tu peux être surdoué en langage, ou des choses comme ça, ou tu peux être surdoué dans plein de domaines aussi. Voilà, bref. Du coup, ils ont appelé ça des zèbres. Ça, c'est leur argument. Mais moi, je trouve ça... Voilà. Mais donc, oui, haut potentiel intellectuel. Vous allez bien? Ouais, moi, je trouve que haut potentiel, c'est pas mal. Mais plus que haut potentiel intellectuel, même haut potentiel, c'est... Parce que du coup, c'est potentiel, c'est pas non plus... C'est pas genre au réalisateur, tu vois, enfin au réalisateur, ça marche pas très bien en anglais, mais quelqu'un qui fait beaucoup de choses, quoi. Tu peux être au potentiel et rien faire de ta vie et galérer à fond, ça n'a pas de rapport, c'est juste une potentialité, quoi. T'as des capacités de base un peu plus élevées, mais peut-être que t'en fais rien. Donc, pour moi, vous êtes tous des chameaux. C'est chameau, va. Ouais, moi aussi j'aime bien la notion de potentiel, Rabbit. C'est en tout cas plus comme ça que je me définirais que zèbre ou surdoué, qui est un peu gênant. J'aime bien, on pourrait être tous des chameaux, mais ça marche pas trop avec le branding de ma chaîne où on est censé tous être des animaux différents. Je tiens à dire que du coup chameau ça marche pas très bien. Je suis même pas sûre qu'il y ait une team chameau. Il y avait pas une team dromadaire? Non, je crois même pas. Hein. Même pas. HP est pourtant méga flemmard. Ah ouais, il y a pas de rapport, hein, ça c'est sûr. Hein. Sinon ça se saurait. Hein. Sinon il y aurait des gens qui réussiraient, ce serait que des HP, mais c'est pas le cas. Il y a des gens très doués qui ne sont pas HP, et il y a des gens HP qui sont pas très doués. Il y a pas dans tes cartes. Si, est-ce qu'on a un chameau? Je me demande. Attendez, je vous mets... Ah bah vous le voyez. J'allais dire je vous mets l'autre scène, mais en fait vous le voyez là-dessus. Il y a un bison. Je crois pas qu'il y ait chameau ou dromadaire. Il y a beaucoup d'animaux. Hein. Eh bien nous pourrions tous être sous le signe du chameau. Chameau ascendant, tu vois, on est tous chameaux ascendant l'animal qui vous correspond. Avoir du potentiel c'est bien, mais si on s'en sert pas on le verra pas. Bah exactement, c'est pour ça que je trouve que haut potentiel est un bon mot, parce qu'en fait il n'y a pas d'attente. Enfin si, il peut y avoir des attentes, les attentes peuvent être là, mais disons que ça montre bien que c'est pas ça qui fait que tu vas réaliser des choses, que tu vas produire des choses, que tu vas montrer aux gens des choses, etc. Me exactly. Bon, arrête, pas non plus incompétent, Rabbit. Ça va. Après, les HP qui ne font rien, c'est souvent dû à l'environnement. Souvent. Ou à des choses qui sont arrivées et qui vivent mal, ou oui. C'est pas toujours l'environnement actuel, des fois c'est l'environnement du passé, mais oui, absolument. Bref. Qu'est-ce qu'il disait maintenant? On reprend. Après les zèbres, on reprend. En Italie, depuis la loi Ossicini tous des chameaux. En 1989, l'État réglemente la psychanalyse et on ne peut pas exercer le seul métier de psychanalyste. Ah ouais? Ah, en Italie, on peut pas juste être psychanalyste. Original.
S'ils ne sont pas médecins, les admirateurs professionnels de Freud, Lacan ou Jung doivent faire 5 ans d'études universitaires de psychologie, puis 1 an de stage et encore 4 ans d'école spécialisée en psychothérapie. En Italie, Pour la grande c'est majorité, pas mal. il faudra alors attendre 6 à 8 ans pour obtenir le titre de psychanalyste membre associé. Lo scopo Ah, je comprends qu'elle nous fasse des discours alambiqués, parce que si elle a dû faire 8 ans d'études, plus les années d'études qu'elle a dû faire en littérature et tout ça, et en philo, ah ouais, c'est sûr qu'elle a envie de nous faire des trucs alambiqués. Elle a occupé de l'université, donc elle a besoin de ressortir tout son savoir. Et du coup, oui, crachons-nous tous dessus, bien sûr. Sorti de son contexte, on est toujours sur quelque chose de formidable. Oui, oui, nous allons être une communauté qui se crache dessus. Et qui stocke de l'eau dans des grosses bosses. Ça sera parfait. 8 ans à fréquenter des analystes, 8 ans à sortir avec ses professeurs. della psicanalisi non è assolutamente quella di addestrare l'uomo ad essere. J'adore, et un truc, j'aime vraiment beaucoup la langue italienne. C'est comme le français, mais en plus beau, selon moi. Et un truc très musical comme ça, j'aime vraiment beaucoup. Voilà, petit avis tout à fait subjectif. Le but de la psychanalyse n'est pas du tout d'entraîner l'homme à être efficace, c'est-à-dire de le rendre prêt à répondre à la demande d'autrui, demande économique, sociale. Le but de la psychanalyse est d'extraire de chacun sa singularité, de la rendre fructueuse et féconde, puis de faire en sorte qu'une personne puisse entrer en contact avec le monde en fonction de sa singularité, de son caractère unique. Du développement personnel, quoi. Combien de temps faut-il pour cela? Ce temps est incalculable. C'est le temps de l'inconscient. Mais derrière ce discours sur le temps, il y a un discours éthique. Pour la psychanalyse, l'être humain a le droit de se laisser le temps. C'est cela qui fait que l'homme est homme. Elle m'a perdu à la fin. Faut laisser du temps au temps. C'est ça qui fait que l'homme est l'homme. Ah. L'homme est homme. L'homme est homme. Le déterminisme social, c'est quelque chose qu'on a créé de la manière dont on a créé notre société. On ne naît pas comme ça. On le devient parce qu'on a une structure, parce qu'on a... On ne naît pas femme, on le devient. Une société qui n'arrive pas à produire un système qui est égalitaire. Alors, il y a des économistes qui ont mesuré l'effet... Je le connais, c'est un chat. D'investir dans la petite enfance, d'avoir des actions ciblées très tôt pour des enfants qui viendraient de milieux plus vulnérables. Ils ont modélisé cela en disant que pour chaque dollar... C'est marrant parce que effectivement, j'ai compris le pot d'olive, mais c'est vrai que c'est pas le pot d'olive, et j'étais là, le pot d'olive? Il y a une marque d'olive qui s'appelle Tom. Je suis partie très loin. Ouais, c'est le pote de Jerry. On n'a pas un autre Tom? Ah oui. C'est son nom de famille, c'est Pouce. Investi, il y aurait un retour d'investissement de 4 à 13... Pot d'olive, le petit livre. Oh là là. Faudrait reprendre au début de sa phrase, sinon on va de nouveau rien comprendre. Qui viendraient de milieux plus vulnérables. Ils ont modélisé cela en disant que pour chaque dollar investi, il y aurait un retour d'investissement de 4 à 13 dollars. Ça veut dire que l'économie, elle est de 4 jusqu'à 12 fois ce qu'on aurait investi à la base. Et j'adore en fait ces modélisations parce qu'elles nous permettent de se dire que ce qu'on a vu comme étant un peu optionnel, de toute façon à cet âge-là ça sert à rien, eh bien c'est faux. Parce que rentabiliser les enfants dès la naissance. Dès la naissance, penser à l'argent qu'ils peuvent rapporter. Capitaliste, manière de calculer un truc si c'est rentable ou non. C'est genre pas se dire ah, ça va le rendre plus heureux ou il saura faire plus de choses. C'est vraiment se dire ça rapportera de l'argent. Et à partir de là, on peut investir du temps. Dans la petite enfance, quand justement on investit, qu'on met en place des choses, qu'on accompagne très tôt les familles, qu'on les aide, qu'on aide ces enfants qui n'ont pas les mêmes chances que les autres, eh bien non seulement, ça marche sur leur parcours scolaire, mais pas seulement, aussi sur leur santé, aussi sur leur capacité à pouvoir être dans des communautés, à pas être isolés, et aussi sur des choses autour de
C'est ça que vous deviez dire en premier avant l'argent. Des taux d'incarcération, de mamans qui vont avoir des enfants tôt, ça va les aider aussi dans sur plein d'aspects. Les fonctions exécutives sont très importantes, et ce particulièrement de nos jours, car ce sont ces fonctions qui nous permettent d'adapter notre comportement à des situations nouvelles et complexes. Des études... Les enfants, c'est un investissement comme un autre pour avoir une bonne retraite. Oui, c'est ce qu'on conseille actuellement. Vous avez pas entendu Macron, il a fait un discours, il a dit « Faites des gosses ». Vous êtes pas content? Faites des gosses. Pendant les 100 jours d'apaisement, là, dont il a parlé, il a dit « En même temps, vous pouvez procréer. Ça va vous apaiser, vous allez arrêter de gueuler dans la rue, puis vous ferez des enfants, ça vous payera votre retraite. Allez, bisous ». Révèle que chez les enfants aujourd'hui, elles sont moins développées que pour les générations précédentes. Or, les enjeux actuels sont plus importants que ceux rencontrés par les générations antérieures. Il est donc fondamental de les travailler. Mon plus gros problème, les fonctions exécutives. Alors, est-ce que tu peux donner un exemple? Parce que moi, je suis pas sûre de comprendre ce qu'elle veut dire par fonction exécutive. Le fait de passer à l'action, c'est ça? Ce que j'aimerais en 2050, c'est me dire que cette période-là est ultra reconnue, valorisée. On se dit, oh, faut tout faire à cet âge-là parce que c'est là où il se passe des choses décisives. Et que quand on s'adresse à un enfant, on se dit pas, de toute façon, tu comprends pas. Parce que pour moi, c'est le respect. C'est le respect des êtres humains. Je pense que ça, c'est une notion pour moi en 2050 où je me dirais, quand on arrivera là, quand on se dira, oui, je t'écoute, et de prendre le temps d'écouter un enfant. Alors ça, je peux plus soyer au maximum. Alors les tout petits, je les côtoie très peu, mais les enfants de 6-7 ans, moi les enfants que j'ai à l'école, ils commencent à 6-7 ans, et j'ai les ados et les adultes. Et je partais vraiment dans ma tête en me disant, inconsciemment je pense, hein, oui, les enfants ils comprennent des trucs, mais bon, ça reste des enfants. Non, les enfants ils comprennent des trucs. Ils ont pas les mots pour les définir comme nous on les définirait. Tout n'est pas encore très construit. Ils ont pas les systèmes, les codes, les politesses, les machins. Mais mon Dieu, est-ce qu'ils comprennent beaucoup de choses. C'est super important de les prendre comme des êtres tout à fait intelligents et tout à fait capables de comprendre vite et bien les choses. Évidemment, vous allez pas à 6 ans leur expliquer une équation à deux inconnus. C'est l'idée. Mais, en fait, ils comprennent beaucoup plus de trucs logiques que ce qu'on croit. En tout cas, que ce que moi je croyais. Je vous invite à côtoyer des enfants. Pas sûr que cette phrase soit appropriée, mais je vous invite en tout cas à avoir des enfants dans votre entourage pour vous en rendre compte. Vous n'êtes pas obligé d'en faire, hein. Vous pouvez juste les avoir dans votre entourage. Faites comme moi, faites pas d'enfants. Juste côtoyez-en. C'est suffisant. Je rigole. Faites ce que vous voulez. Non, mais pour dire, voilà, bref. Les enfants, ultra intéressants. Elle a tout à fait raison de se dire qu'il faut pas juste se dire « Oh, c'est des gosses, ils comprennent rien ». Et du coup, c'est planifier, exécuter et gérer les imprévus. Ah ouais. Action exécutive. Moi, je suis très forte à planifier. Exécuter, ça marche 1 fois sur 2. Et les imprévus 1 fois sur 2. Par contre, planifier... Alors ça, qu'est-ce que je planifie? Mais alors souvent, je planifie, et puis après, il faut exécuter le plan, et... 1 fois sur 2. J'ai déjà dû expliquer le système solaire à Arthur, parce qu'il comprenait pas le principe des saisons et de la longueur des journées qui changent. Oui, en fait, souvent, ils sont capables de comprendre, alors peut-être pas toujours tout dans les détails, peut-être pas tous les enfants, il y a peut-être des sujets sur lesquels ils sont plus forts que d'autres, il y a des enfants qui vont avoir, en fait, il y a des personnes et des enfants, donc, qui ont moins de logique mathématique, et plus de capacité linguistique, etc. Et donc, en fait, chaque truc, évidemment, prend une place différente, mais pareil, je planifie de folie, mais après, l'exécution est plus bancale. Je me reconnais vraiment dans ça, l'exécution bancale. C'est genre, oh, il y a un plan, si je fais tout ça dans les temps, et comme j'ai écrit là, ça va bien se passer, et tout sera fait à temps, et super bien, et ma vie sera formidable.
bon, ma vie est cool, elle est pas formidable, ma planification est présente, mais on va dire qu'on fait plutôt de la moitié aux 3/4 que 100% des choses planifiées. Je crois que ça fait partie du jeu, quoi. C'est un peu l'idée, quoi. Lui parler normalement sans le prendre pour un enfant qui comprend pas ce que vous êtes en train de dire et qui n'est pas assez intelligent pour vous comprendre. Franchement, je pense que je serais super heureuse de voir ça. C'est lo sviluppo tecnologico. Genre plan de base, faire la mission du personnage X, durée logique de la tâche 3 minutes. Finalement, 6 heures après, tu chasses encore des papillons. Oui. Ça, c'est aussi le truc de se faire de la diversion, quoi. Ça, je connais. Se dire, ah, attends, avant de faire ça, je vais juste checker un mail ou juste répondre à quelqu'un. Et puis tu t'engouffres dans un truc où tout à coup tu dis, ah mince, ah il fallait aussi que je fasse ça, tu commences à faire ça, tu te dis, ah ça va pas prendre longtemps, puis finalement tu divagues, tu continues sur autre chose. Ah je vais juste... Oh tu parles. 3 heures plus tard t'y es encore. Et après il y a un gouffre dans l'espace-temps. Exactement. Ah, ouais, c'était sûr que vous alliez dire vague, regardez-le là, regardez-les les deux là. Putain. Moi quand je joue à Genshin, des fois je dis juste ah allez je fais c'est moi typique. Je fais juste une partie de Valorant et après je me mets au travail. 4 parties plus tard. Ah non non mais c'est ma dernière. Puis arrivent tous mes potes qui disent ah bah non tu peux pas partir on est 5. Bon bah une dernière. T'as fait 5 parties de Valorant, tu dois t'en aller parce que je travaille le soir et du coup j'ai juste pas fait ce que je devais faire. Bravo. Je range la maison, je commence par le salon, puis je dois aller jeter un truc à la poubelle de la cuisine, je commence à ranger la cuisine. Ouais. Ah mais ça très fort. Ça moi je fais énormément. Je peux même commencer à ranger un endroit, descendre la poubelle dans la cuisine et me dire ah bah je me préviens un petit truc à manger, commencer à cuisiner, me dire pendant que ça chauffe, je peux aller finir un truc, oublier qu'il y a mon truc sur le plat, revenir, faire merde. C'est vrai que ça chauffait encore. Ouais, des trucs comme ça quoi. C'est plutôt heureux qu'on n'ait pas dit version juste avant. C'est vrai que vous auriez pu dire version vague. Ça marche Nori. Courage pour le fixage de bugs. Des bisous. Bref, continuons, retournons chez madame, je suis amoureuse de mes psychanalystes. Si le développement technologique sert à d'autres fins que l'être humain, alors l'être humain en paiera les conséquences. Je prendrai l'exemple de ChatGPT, et la question que je me pose est la suivante. Mais pourquoi les gens semblent tellement attirés par ça, quelqu'un qui pense et qui parle à leur place ? Une réponse nous vient du grand écrivain Dostoïevski, qui fait dire ces mots au grand inquisiteur. L'être humain ne veut pas être libre, l'être humain veut obéir, il veut quelqu'un qui lui dise quoi faire et quoi penser. Ouf. Oui, je comprends pourquoi elle dit ça. C'est un peu violent. Je pense pas tous les êtres humains. Et je pense jusqu'à une certaine limite. Le choix fait peur. Or, la psychanalyse comme pensée critique est ce qui nous encourage à choisir et en quelque sorte à assumer la possibilité de créer. Cette fois-ci, le chat défonce la porte pour de vrai. On continue. Oui, bien, bonjour. Petit chat. Oui, elle a raison, il y a une part de vérité. C'est violent, mais il y a une part de vérité. Mais elle a raison aussi les choix font peur. Faire des choix, ça fait flipper, et du coup, c'est vrai que des fois, quand la vie choisit pour toi, c'est assez agréable. Ok. Bah, ça a amené des questionnements. Est-ce que je m'attendais à ça avec neurosciences, que devient l'inconscient ? Non. Ça, non, je m'attendais pas à ça. Je vais être honnête avec vous, c'est pas à ça que je pensais, mais c'était intéressant quand même. C'est intéressant. C'est plus des interviews de 3 chercheuses qu'autre chose, mais
Le problème des choix, c'est que t'as pas toujours toutes les clés en main pour faire le choix le plus éclairé. Oui, des fois, t'as pas moyen de faire un choix, de faire le choix qui te plairait le plus parce que il manque, par exemple, de l'argent, de l'énergie, un contexte, etc. Mais je pense en plus, il y a le problème des choix, c'est que tu ne sais jamais où ils t'amèneront tout à fait, quoi. T'as une vague idée, mais les précisions de ce que ça va être exactement, c'est un peu flou, quoi. Typiquement, quitter mon taf, quand, comment, etc. Au final, c'est cool. Ouais. Ok. Et si c'est pas toi qui fais le choix, c'est pas toi qui porte la responsabilité si c'est bien ou pas. Oui, c'est ça. Et du coup, quand le choix est fait un peu à ta place, ça peut être déplaisant, mais tu te sens moins responsable. Tu te sens moins coupable ou responsable ou mal à l'aise ou ce genre de choses, quoi. Bon, très bien. Que devient l'inconscient? Fini. Du coup, on n'a vraiment pas le temps de regarder les super pouvoirs de la musique. Mais on devrait avoir le temps. Celui-là, il dure 32 minutes. Allez, c'est un peu ric-rac, mais on peut regarder ça. Qui était le chic des laits.